Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est géopolitique et sous-régional. Et pourquoi? Parce que historiquement, depuis 1960, tous les changements majeurs qui se sont passés dans la sous-région, sous forme soit de coups d'État ou d'assassinat, etc., etc., depuis l'assassinat de Emery Patrice Lumumba en RDC, en passant par l'assassinat du commandant président Martin Ngouabi, etc., etc., dans la sous-région, ce fut toujours sous ordre, soit des Français, sous le joug de la France-Afrique, et ou des Américains, les gendarmes du monde. Jamais nous-mêmes, on avait pris notre responsabilité de se libérer du joug des endocolons ou des contre-maîtres, etc. Aussi des mauvais, parce qu'on a eu des chefs d'État qui étaient des mauvais, incompétents, idiots, beaucoup de choses comme ça. On n'a jamais pris nos responsabilités de se libérer, soit de ces contre-maîtres, de ces pions, de ces endocolons, ou des idiots qui étaient placés là à la tête de nos États pour nous traiter dans les conditions qu'on connaît. Puisque le bassin du Congo est le plus riche du monde. Et comment cela se fait-il que c'est aussi l'endroit où il y a beaucoup de ces citoyens qui fuient vers l'Occident? Il y a un souci. Vous êtes assis sur une mine d'or et vous fouillez la mine d'or pour aller à l'étranger. Donc, il y a des soucis. Donc, historiquement, ce qui s'est passé dans la sous-région avait toujours des enjeux géopolitiques. Et nous, on était toujours, jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de prendre notre responsabilité, puisque nous sommes des Bantous. Les Bantous d'Afrique centrale. À la différence des Bantous d'Afrique australe, comme les Zoulous. Les Zoulous sont des Bantous. Mais là-bas, je ne sais pas quelle mutation génétique fait que, là-bas, ils sont plutôt plus courageux que les Bantous d'Afrique centrale qui sont tous détruisants. C'est-à-dire, les Bantous d'Afrique centrale aiment la vie sans pouvoir défendre la vie. Ils aiment la liberté et la dignité sans pouvoir défendre la liberté et la dignité. Ils aiment avoir des droits, mais sans pouvoir défendre ces droits. Ils aiment que ça marche chez eux en termes du but de la condition humaine, sociale et extensielle, mais ils sont incapables de défendre ce but de la condition humaine, sociale et extensielle. Ils aiment que le pays avance, le progrès social, mais ils sont incapables de défendre le progrès social, la paix, etc. Et c'est pour cela que l'Occident collectif l'avait très bien compris. Depuis l'esclavage, la colonisation et les différents ordres mondiaux. Depuis le partage de l'Afrique qu'on appelait la conférence du Congo de 1884 à 1885, qui fut là, l'ordre fut donné de partager l'Afrique. Et après, arrivé en 1945, ce fut l'avènement de la colonisation accélérée et sous forme de deuxième ordre mondial, où la France devenait les gendarmes de l'Afrique, la Grande-Bretagne les gendarmes des Indes et les États-Unis les gendarmes du monde. Ce deuxième ordre mondial là, a fonctionné jusqu'à la fin du mur de Berlin ou de la guerre froide, en 1989, exactement en décembre, avec la chute du mur de Berlin. Et puis, nous vivons là le troisième ordre mondial, qui a commencé en 1989
jusqu'à peu près 2010-15 aujourd'hui. Hein, 2010-15. Et on a vu là, on a vu l'hégémonie de l'Occident collectif, et surtout américain. Mais avec le retour de la Russie et la montée en puissance de la Chine, nous rentrons dans un troisième, quatrième ordre mondial. Cet ordre mondial-là perturbe l'Occident déclinant, etc. Donc là, il y a des menaces, il y a des chantages, il y a des intimidations, du terrorisme, beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'ils savent bien que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc, je rappelle, premier ordre mondial de 1884-85 à 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce fut lors de partager l'Afrique. Et puis, 1945 à 1989, ce fut là le deuxième ordre mondial, où la France était les gendarmes de l'Afrique et la Grande-Bretagne les gendarmes des Indes et les Américains les gendarmes du monde. Puis, la chute du mur de Berlin en 1988-89, et puis là, on était rentré dans le troisième ordre mondial, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, de 1989 jusqu'à peu près 2010, 15 et même 24 aujourd'hui. Mais nous rentrons progressivement dans le quatrième ordre mondial, c'est-à-dire des mondes multipolaires, où toutes les instances de gouvernance globale qui étaient sous ordre occidental vont se chambouler. Et les Américains sont bien conscients. Parmi ces instances de gouvernance globale, vous aviez l'ONU, les FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, et vont se chambouler, puisque les rapports de force vont augmenter. Mais comme on dit, le futur, c'est tout simplement le passé et les présents qu'on y a. Il faut prévoir. Donc, certains commencent à prévoir que, voilà, ce qui va se passer. Mais tous ces ordres mondiaux ne pouvaient se faire sans l'Afrique, parce qu'elle est, depuis la mer nourricière, la vache à lait, des minéraux et des terres rares, de tout ce bazar-là que l'Occident a foutu dans le monde par les premières et deuxième guerres mondiales, avec la bombe atomique et tout compagnie. C'est toujours venu d'Afrique. Maintenant là, comme les sont déjà, le gâteau est toujours là, mais il commence à avoir beaucoup de parts aussi. Les Africains veulent retirer leur propre gâteau. Il y a aussi le Sud global qui vient et l'Occident. Donc les gâteaux là, africains là, qui étaient à 100% main des occidentaux, et là ils commencent à avoir beaucoup de concurrents, et donc ça énerve, ça voit. Donc ils passent là par les méthodes qu'ils savent toujours, c'est les sanctions, c'est les chantages, l'intimidation, les coups d'État, les assassinats, et autres, c'est leur ADN. Et beaucoup d'Africains l'ont très bien compris. C'est pour cela qu'ils jouent stratégie par rapport à cette réalité-là. Donc nous, Bantous, on a laissé faire et on est incapable de survolter contre l'injustice et l'oppression. Le sens du sacrifice, on n'a pas. Observez vous-même tout ce qui s'est passé en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Dans 2 tiers des cas, c'est eux-mêmes. Ils ont le courage d'oser dire non et de se sacrifier. 2 tiers de ce qui s'est passé en Afrique de l'Est et en Australie, toujours comme ça. 2 tiers de tout ce qui s'est passé en Afrique du Nord, c'est toujours comme ça. C'est génétique. Mais pour nous, en Afrique centrale, il y a des soucis. Ce qui fait que tout le monde vient de s'amuser où? En Afrique centrale. Et c'est là que je vais vous en parler de cette problématique. Vous le savez que depuis déjà la montée en puissance de la Chine et son appétit vorace pour les minéraux était rare. Donc il y a une guerre géopolitique et géostratégique qui se déroule dans la sous-région d'Afrique centrale, le bassin le plus riche du continent, les sondages géologiques. Je vous ai fait des vidéos là un peu sur la géologie de l'Afrique centrale. Hein. Je vous ai fait une vidéo là de la géologie, elle a été vue 1200 fois, elle est là. Hein. On explique
tout ce qui est la géochimie de tout, mais bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas, mais on parle qu'on est riche, on est riche. Bon, vous, de balance, c'est tout ce que vous pouvez comprendre, des minéraux, des terres rares, les tableaux périodiques, tout ce qui est de la science. Vous passez, vous partagez pas, et même vous, voilà. Donc la vidéo est toujours là, elle doit être là. Donc, je l'ai publiée il y a 4 ou 5 jours. Vous pouvez tout aller chercher là où j'ai parlé des minéraux au Katanga et autres. Bon, il y a beaucoup de géologie là, c'est vraiment la géologie pure. Quand on dit que mon pays est riche de minéraux, de terres rares, vous parlez du pétrole, mais on vous donne qu'est-ce que, bon, si c'est riche, bon, comprendre déjà qu'est-ce que c'est qui est riche. Donc on vous donne les enjeux là. Et tout ça, bah ben, vous venez pas regarder. Il faut faire des trucs un peu spectacle, émotion, et on vient regarder. Bon, quoi il y a quand même des scientifiques congolais ou africains qui sont dans la résistance, qui luttent, qui peuvent prendre ça et lire. Donc on voit, on mesure bien que est-ce que nous avions des scientifiques au Congo ou en Afrique centrale, et eux, ils devaient partager ça. Ça, c'est vraiment de... J'ai structuré, organisé cette vidéo d'un point de vue pédagogique pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Surtout quand vous voyez la pierre, vous voyez les minéraux et autres. Je l'ai fait ça, mais elle est là quelque part. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo là où je mets soutiens-moi. Je vais mettre le lien de cette vidéo là. Et les écouter et envoyer ça à vos frères et sœurs qui veulent faire les sciences, qui sont d'Afrique. Vous avez vraiment tout ce qu'il a, c'est-à-dire regrouper tout ce qui est des pierres, des découvertes, et tout ce que vous ne comprenez pas. Tout est là. Il suffit seulement d'être même à la télé, au plus j'ai mis ça avec la musique. Donc vous pouvez comprendre qu'est-ce que c'est les pierres, la richesse de l'Afrique. Si vous ne voulez pas ça, bon, tant pis. Donc je vais mettre quand même les liens pour que les gens, dès que là, vous cliquez, après là, vous cliquez les liens en bas, vous pouvez rester là sur votre canapé ou au téléphone, vous écoutez avec la musique, vous voyez comment ça se passe. Simplement de faire, de voir et de comprendre. Déjà, l'intelligence, c'est déjà la curiosité. Hein? Donc tu viens regarder ça, même si des choses que vous ne comprenez pas, mais pour les scientifiques, ça veut dire que c'est un chef-d'œuvre cette vidéo-là. Mais vous avez fait. Bon, quoique. Donc nous sommes très riches et nous serons toujours convoités. D'un côté, par l'Occident collectif qui nous lâchera jamais, et de l'autre côté, le Sud global qui commence aussi à pénétrer comme la Chine et d'autres pays qui sont là, qui n'ont pas de matières premières, mais qui viennent là, malins et autres. Mais ils savent bien que l'Afrique, là, c'est le terrain de jeu, soit des Occidentaux et où, maintenant, aujourd'hui, la Chine. Ok, la Russie a ses propres richesses, donc elle n'a pas à venir à chercher. Donc c'est là où ça va se passer. De ce qui précède, d'un point de vue géopolitique, question. Donald Trump va-t-il tout chambouler ou bouleverser la géopolitique ou la politique en Afrique centrale et ou équatoriale? C'est tous les questionnements. Je répète, Donald Trump va-t-il tout chambouler ou bouleverser en Afrique centrale ou équatoriale tous ces équilibres? Je vous rappelle que les Américains restent encore le gendarme du monde. On est d'accord? Même la France-Afrique est en déclin, il n'est plus le gendarme de l'Afrique, mais il décline. Mais les Américains, ça reste constant, coude à coude avec la Chine qui monte. Les Américains sont là, donc ils résistent. Alors, pour répondre à la question posée, nourrissons le débat politique au sujet des problématiques de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives relatives au rapport de force entre Donald Trump et tous ces dirigeants d'Afrique centrale que je vais vous citer et comprendre comment va se terminer. Puisque la plupart des dirigeants d'Afrique centrale ou équatoriale n'ont pas été élus. Ils ont triché et l'Occident collectif a joué le jeu. Donc on a fait, il n'y a aucun là qui a été élu vraiment, non, il n'y a pas. En Afrique centrale, non, il n'y a pas. Mais ils sont là. Ok, ils sont arrivés par les coups d'État et ou par les assassinats, et etc. Vous comprenez ça? Maintenant, analysons d'abord les problématiques.
qui s'impose à nous au regard du contexte du retour de l'administration Trump. En fait, je vous ai sélectionné, j'ai sélectionné pour vous deux problématiques. La première problématique est celle du bassin du Congo. Le bassin du Congo est le plus riche d'Afrique et du monde. C'est le bassin le plus riche d'Afrique et du monde. Or, quand on parle de richesse, vous savez, quand vous êtes riche, et vous voyez, il y a des héritiers qui, voilà, il y a point, donc il faut pas, les riches sont pas tranquilles. Hein. Nous, c'est pareil, l'Afrique centrale, comme l'est là, toute l'Afrique. Mais l'Afrique centrale, là, oh, vous avez de l'eau à gogo, vous avez des forêts à gogo, avec les, 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 les bois les plus précieux du monde. Vous avez les minéraux et les terres rares, que je vais laisser le lien en bas. Allez cliquer sur les liens pour les curieux. Si vous aimez cette chaîne d'Ayatoga et l'esprit de l'auteur ou de celui qui détient ce compte YouTube. J'aime la curiosité. Je lis tout de vous. Mesdames, messieurs, tous ceux qui parlent d'Afrique, les vidéos là, je lis tout. Quand j'ai des temps, je vais du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de tout, je regarde tout. Je vous dis sincèrement, je regarde tout. Même d'Europe et tout ça, je regarde tout. Quand je suis là, je regarde tout ce qui est. Voilà, ça c'est la curiosité. Et je vais voir là en bas et autres. Et vous serez étonné que, ah tiens, il est intelligent, parce que l'intelligence, c'est la curiosité. On vous laisse un lien en bas, vous ne les regardez pas. Et donc, le bassin là, c'est la vache à lait, des minéraux et des terres rares. Et n'oublions pas du pétrole. Quand on prend le bassin du Congo, depuis déjà un peu le Nigeria, hein, comment on appelle l'Afrique équatoriale, ou la terre Bantou, ça commence des golfe de Guinée. Les golfe de Guinée, ça couvre déjà le Cameroun, une partie du Nigeria, et ça prend le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, l'Angola, la RDC. On est bien d'accord sur ce golfe de Guinée. Et donc le golfe de Guinée, là, c'est au premier rang africain de pétrole et de gaz. C'est-à-dire, vous avez le premier producteur de pétrole du continent est dans le golfe de Guinée, le Nigeria. Le deuxième producteur de pétrole du continent est l'Angola, c'est chez nous. Et le quatrième producteur de pétrole du continent, c'est où? C'est le Congo-Brazzaville, chez nous. Etc. Donc c'est riche, les gaz et tout. Donc ce bassin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore découvertes. Là, dans la sous-région. C'est là elle est convoitée. Par conséquent, comme l'est toute l'Afrique d'ailleurs, mais le bassin du Congo ne sera jamais en paix tant que nous, les Bantous, ne relevons pas le défi de pouvoir défendre déjà nos terres, nos richesses, etc. De pouvoir défendre la vie, la dignité humaine, de pouvoir défendre la souveraineté, de pouvoir se faire respecter par les autres, c'est-à-dire les Occidentaux, les Asiatiques, les Moyen-Orient et partout. En respectant déjà les règles communes qu'on appelle l'État, les administrations, les institutions, tout ça, comme se passe ailleurs. Si on commence déjà à respecter ça, c'est déjà la première étape vers la souveraineté de ces peuples-là. Si vous respectez le but de la condition humaine, sociale et existentielle, on vous respectera parce que personne ne viendra en abuser d'un bantou ailleurs parce qu'ils savent bien que là-bas on rigole pas. Mais si là-bas vous ne vous défendez pas, on vous tue comme des lapins. Qu'est-ce que vaut un Congolais ou un bantou et autre ailleurs? Non, il va dire ça. C'est déjà ça commence par ça parce que les autres nous observent. Donc, les Bantous ont des soucis en ce qui concerne déjà le courage. Nous aimons la vie sans pouvoir défendre la vie, je vous rappelle. On n'a pas le son du sacrifice.
etc. Et c'est pour cela qu'on vient s'amuser de nous en nous massacrant. Déjà au cours de ces 30 dernières années, là où il y a eu des massacres de populations comme en Afrique centrale. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de se défendre contre les mauvais, trop mauvais pour être utiles aux enjeux déjà du but de la condition humaine, sociale et existentielle des Bantous, et trop mauvais pour être utiles aux enjeux de respectabilité interraciale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième problématique sur deux relative au rapport géopolitique qui se dessine en Afrique centrale ou équatoriale au regard du retour de l'administration Trump, c'est surtout nous Bantous que je vous en parle. Je vous ai dit que dans 100% des cas, tous les changements majeurs qui se sont passés en Afrique centrale, ce fut toujours l'œuvre de l'extérieur, soit américain et ou France-Afrique, à travers les différents ordres mondiaux que je vous ai précités. Maintenant, examinons ces problématiques-là, géopolitiques, pays par pays. On va prendre pays par pays. Nous allons prendre le Tchad. Le Tchad, vous connaissez, ça venait de changer là en 2021. On a tué papa, on a remis son fils. Est-ce qu'on peut avoir ça comme ça ailleurs, hors du continent? Non? Bon, ils disent Déby Kaka, c'est l'homme de la France-Afrique. Même si aujourd'hui, c'est un peu de jouer le double jeu avec le Sud global, son siège est éjectable à tout instant, il peut faire une petite erreur, bon, il est chassé. Donc, le Tchad là, qui avait aidé Sassou Nguesso à nous fracasser en 1997, le Tchad là est sous contrôle de la France-Afrique de Macron. Même si aujourd'hui, Déby cherche petit, tu vois, c'est comment on peut dire, c'est comme quelqu'un qui a un chien en laisse, tenu en laisse, voilà, un chien tenu en laisse. Alors, il est comme ça. Il ne peut rien. Parce qu'il doit tout à Macron et à la France-Afrique. Et avec les bases militaires et tout ça là-bas, il n'y pourra pas. Il est dans l'entonnoir. Parce que ces gens-là, quand vous êtes placés, quand on vous place là, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc il faut que vous venez sain vous-même, vous pouvez vous défendre. Comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ils sont arrivés tout seuls, ils n'ont pas cherché d'aide. Et là, ils peuvent se défendre. Mais si vous êtes venus, on vous a mis là, et vous voulez trahir vos maîtres, donc la traîtrise se paie toujours en monnaie de singe. Et c'est pour cela que d'autres ont été... Voilà. Boum. Donc le Tchad là de Déby Kaka est du côté France-Afrique. Même si il fait de petits jeux, mais il est tenu en laisse. On le sait. Passons 2. Le Cameroun, de Paul Biya, qui, à ses 92 ans, est déjà là depuis presque 43 ans au pouvoir. Je n'ai jamais vu. Mais lui aussi, c'est l'homme de la France-Afrique. Il est l'homme de la France-Afrique. De gauche comme de droite. Donc, quand on voit le Cameroun, France-Afrique. Vous voyez le Tchad, France-Afrique. Passons au troisième, la RCA. C'est celui-là qui serait le pionnier du Sud global dans la sous-région. Mais quoique depuis s'associer au Rwanda par les liens privés, et il tend à réduire, à reséduire la France-Afrique. Alors qu'il avait fui la France-Afrique, maintenant il veut revenir. Et donc il joue comme ça, donc il ne sait plus à quel sens se vouer. Il est perdu. Pourquoi perdu? Parce qu'il n'a pas eu de renfort dans la sous-région. Dès qu'il avait tenté de virer la France-Afrique dans les années 2016-17. Et là, il s'est retrouvé tout seul, dans la boue. Donc tout autour, c'est encore la France-Afrique. Donc il est en difficulté, donc il va, bon, tu te retrouves tout seul. Et donc, il n'a pas de risque à côté. Non, on est en terre bantou. Les bantous, ce sont des peuples qui ne cessent de s'indigner. L'indignation, c'est l'inaction.
La révolte, c'est l'action, c'est le courage, etc. Mais nous, on n'a pas de courage, sinon ça sécherait. Donc, au Centrafrique, Touadéra ne sait plus à quel sein se vouer. Il n'y a pas de renfort depuis son œuvre qui fut copiée par les Ouest africains, dont le Mali, le Burkina et le Niger. Ils ont copié ce que Touadéra avait déjà commencé. Souvenez-vous, en 2016, Michel Sapin, alors ministre de l'économie et des finances de la France, par translation de la BAC, la Banque de France, le Trésor public français, il avait dit que vos importations du franc CFA sont mauvaises. Mais si vous quittez le franc CFA, vous aurez le terrorisme. C'était des menaces et autres. Mais depuis, cette zone France-Afrique, c'est ça. Et donc, Touadéra, on ne sait pas. Pour les Américains, bon, c'est dit, bon, là, quand on parle de la France-Afrique, il y a l'ordre mondial qui est certes périmé parce que les Américains regardent la France comme le mouton noir de l'ordre occidental, qui en 1945, on l'avait laissé libre de jouer le genre de gendarme de l'Afrique. Mais depuis la France-Afrique, la France est en train de perdre son rang africain. Donc les Américains se disent, bon, ben, on va prendre notre responsabilité. On regarde les pressions de la Chine et des points. On est d'accord. Donc là, Touadéra, on ne sait pas si c'est l'homme des Russes ou des Chinois, et aujourd'hui, il n'irait pas vers Macron, donc on ne sait pas. Donc c'est flou, il y a un loup. Mais le loup, c'est qui? C'est lui-même, Touadéra. Qu'est-ce qu'il fait? Quatrièmement, bon, nous avions la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, j'en parle puisque c'est l'unique colonie espagnole d'Afrique. Donc qui est aujourd'hui dans la zone franc CFA, parce que sa monnaie c'est le franc CFA. C'est un petit pays, tout petit, l'unique ex-colonie espagnole d'Afrique. Elle est coincée entre le Cameroun et le Gabon. À l'ouest par le Congo-Brazza. Mais à l'est par le Congo-Brazza. Mais c'est un pays pétrolier que le dictateur joue déjà à la dynastie et tout compagnie, mais qui a bien certes travaillé, il a quand même travaillé par rapport aux autres, voilà, mais qui est coincé, c'est plus, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui tourne entre l'Espagne, qui ne pèse pas par rapport aux enjeux africains. L'Espagne pèse peut-être en Amérique latine, mais pas en Afrique. Là, c'est la France-Afrique et les Américains qui jouent là. Donc, on ne sait pas lui. Cinquièmement, vous avez le Gabon. Le Gabon, donc j'ai commencé par le Tchad, le Cameroun, le Centrafrique. Donc, je suis passé par la Guinée équatoriale. Et donc là, je parle maintenant du Congo, du Gabon. Du Gabon, vous avez vu en 2023, la France de Macron, à travers les coups d'État préventifs, a remplacé Oligui Nguema là. Parce que Ali Bongo commençait à bien faire. Avec son chantage qui va aller vers les anglo-saxons, etc. Et il était aussi malade et humilier la France-Afrique comme ça. Bon, donc on a trouvé un pion qui aujourd'hui c'est Oligui Nguema. C'est l'homme de la France-Afrique. Méfiez-vous des apparences. C'est l'homme de la France-Afrique. Et donc là, il essaie un peu d'étouffer les anti-France-Afrique du Gabon. En ce moment, ils sont en dormance. Ils attendent peut-être quelques élections. Et qui, Oligui Nguema, commence à s'enraciner. Et voilà, donc ça va aller loin. Donc, on ne sait pas. Septièmement, c'est le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Oui, le pétrolier Total et de la France-Afrique. Il est là depuis 1997, quand il était revenu au pouvoir à travers le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. C'est tous les coups d'État les plus sanglants de l'histoire du continent africain. C'est le coup d'État de Denis Sassou Nguesso et du pétrolier Total.
depuis 1997. On a massacré les Congolais. On a pétiné leur pays, vendu à la découpe. Il est là, l'homme de la France-Afrique. Il joue mal, parce que au Congo-Brazzaville, la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer, parce que Sassou Nguesso, c'est un étranger. On parle d'ivoirien et ou béninois. Mais quoique, ce n'est pas le fait d'être béninois ou ivoirien qui ce sont des traites, et voilà, non. Bon, c'est sa propre éducation et les gens qui l'ont placé là. Mais Sassou Nguesso, historiquement, depuis Youlou, Massamba Deba, président Fibert Youlou, le président Alphonse Massamba, le président Marin Gwabi, le président Yobi Opango, le président professeur Pascal Lissouba, aucun n'avait trahi ce pays-là. Mais Sassou Nguesso est l'incarnation de la haute trahison. C'est du jamais vu. Tu viens s'acharner contre son pays, un riche pays. Regarde qui, avant son arrivée au pouvoir, était un pays en voie de développement. Et aujourd'hui, est passé au pays du quart-monde. Même pas du tiers-monde, au quart-monde. Et là, il y tient. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, ce qui se passe là, l'homme de la France-Afrique, le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique, qui est là, qui fait ce jeu. 8, nous avions l'Angola de João Lourenço, qui a évincé Dos Santos en 2017, paix à son âme, mais on sait quoi, c'est l'homme des Américains et de quel conflit d'intérêts, démocrates et républicains, on ne sait pas, mais on sait que le groupe pétrolier Total est aussi fort là. Donc il y a le mélange entre la France-Afrique et les intérêts américains, bref, c'est l'Occident qui est là. Nous avions aussi la RDC. La RDC, c'est la vache à lait des minéraux et des terres rares au monde. Et vous allez en comprendre en bas de la vidéo que je vais mettre le lien. Donc Félix Tshisekedi actuellement, celui qui est là, fut placé par Donald Trump, qui avait tapé les poings sur la table pour virer Joseph Kabila, qui fut le pion des démocrates américains. Et qu'il y a des conflits d'intérêts entre démocrates américains et républicains américains. Dans la sous-région d'Afrique centrale, je pense partout, en Afrique et autres. Mais là, en Afrique centrale, au RDC, c'était vraiment visible entre les démocrates, les Clinton, et aujourd'hui, on arrive à l'ère de Donald Trump, donc ils veulent virer tous ces réseaux-là, qui travaillent avec les Rwandais pour tuer les gens RDC et tout compagnie que vous avez vu, que je vous ai fait la vidéo précédente. Et donc l'arrivée de Donald Trump là va chambouler certainement les équilibres géopolitiques de la RDC avec ses voisins. Le cas 10 du Burundi, le Burundi qui a choisi la RDC de Félix Tshisekedi. Le Rwanda de Paul Kagame va être de plus en plus en difficulté parce que pour les républicains américains aujourd'hui au pouvoir, Paul Kagame se fit l'homme des démocrates américains. Surtout les Clinton, et beaucoup de conflits d'intérêts liés à l'exploitation ou aux filières de matières premières dont dispose la RDC. Donc on en a parlé dans plusieurs vidéos. Et donc là, beaucoup de conflits d'intérêts vont se passer en RDC sous l'administration Trump. 10, 11 ou 12, bon, nous avons l'Ouganda, l'Ouganda qui est aussi, voilà, passons d'il y a 11, le Burundi qui a choisi la RDC, il ne veut pas jouer les jeux du Rwanda, le Burundi. Et l'Ouganda qui, bon, il commence à, non, bon, donc, je ne sais pas qui avait placé Museveni dans les années 80, je pense que c'était les démocrates, hein, mais peut-être qu'ils jouent jeu démocrate et républicain, comme faisait Denis Sassou Nguesso, hein. Il finance la droite française et la gauche française aux toutes les élections, comme ça il est gagnant-gagnant. Peut-être Museveni fait ça aussi là-bas, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il est là depuis des années, donc les régimes américains, les administrations américaines sont passées, c'est les démocrates et les républicains. Donc il est toujours là et déblonnable, c'est qu'il doit arranger les démocrates et les républicains. Ok, très bien. Comme ça se fait, ça a toujours le fait depuis. Ok. Alors, quelle est la situation géopolitique réelle de la sous-région au regard de ces deux problématiques posées? Bon, maintenant examinons pays par pays. Pays par pays. D'abord, la situation réelle. Paul Kagame va être de plus en plus en difficulté parce que son jeu a assez duré.
et c'est grillé et souillé. Et les voix s'élèvent dans la sous-région et tout. Il ne va plus continuer à siphonner la RDC en apportant la mort, en jouant tous les gendarmes de l'Afrique, etc. par procuration, jusqu'à comme des temps encore. Donc on connaît ses donneurs d'ordre, ses parrains, sont américains, et notamment démocrates. Or, Donald Trump arrive républicain. Il y a des conflits d'intérêts là-bas qui se passent, que je vais vous en parler. Donc Paul Kagame va être en difficulté tout au long de l'administration de Donald Trump. Deuxièmement, vous avez Félix Tshisekedi, le grand voisin de la RDC, la puissance de la sous-région, qui aujourd'hui devient le pays le plus pauvre du monde, alors que c'est pas possible. Donc là, le retour de Donald Trump va avoir beaucoup je pense, il y aura quelque chose qui va se passer pour Félix Tshisekedi, puisqu'il fut placé en 2018 par Donald Trump. C'est Donald Trump qui avait placé Félix Tshisekedi pour contrer les réseaux démocrates américains de Bill Clinton, de Joseph Kabila. Il a dit Joseph Kabila dégage. Donc il a mis Félix Tshisekedi. Et donc vous voyez déjà ces enjeux-là. 3, vous avez l'Angola, João Lourenço, qui était arrivé aussi en 2017. Je pense que ce fut aussi le cas de Félix Tshisekedi. Donc il fut peut-être placé par Donald Trump. Mais au dernier moment, il s'est allié avec Joe Biden. On l'a vu à la Maison Ovale. Et Joe Biden devait venir les 13, 14 et 15 octobre 2024 en Angola, à Luanda. Là, il a avorté parce qu'il comptait que Harris va être élu et tout ça. C'est raté. Et donc, comment Donald Trump va-t-il traiter les cas João Lourenço? Donc, moi, je pense que lui, il est entre démocrate et républicain. Je ne sais plus à quel sens vouer. Mais il y a aussi le pétrolier Total qui est là, qui exploite cette deuxième puissance pétrolière d'Afrique. Et donc, vous imaginez. Nous arrivons à Denis Sassou Nguesso. Voilà. Donc, lui était pas de son plein gré. On l'avait amené pour aller faire le coup contre Félix Tshisekedi. C'était sous ordre des démocrates et les France-Afrique. Ils voulaient virer Félix Tshisekedi parce qu'il commençait à bien faire, quoi. Comme là, il va chez les Russes, il va chez les Chinois, et il ne veut pas entempérer aux enjeux France-Afrique et aussi des démocrates américains et autres. Donc, il était en difficulté. Donc, on voulait monter un coup contre Félix Tshisekedi. Et là, ça devait passer par le Rwanda et Denis Sassou Nguesso avec la complicité aussi de l'Angola, de João Lourenço, le coup foiré. Et donc, ça a manqué. Donc, Sassou, bon, c'était pas de son plein gré, mais comme ses parents le demandaient, il était obligé. C'est-à-dire, c'était viré Félix Tshisekedi. Donc, il y avait 3 pays qui étaient déjà là dans le coup. Le Rwanda, de Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et João Lourenço de l'Angola. Et donc, il levait un peu le pied, il attendait, voilà, donc vous avez compris. Et là, Joe Biden est parti, donc Félix Tshisekedi se renforce, et donc voilà pour le reste. Bon, oui, vous avez la Paul Biya du Cameroun, c'est 2025. Ça va se chambouler là-bas. Est-ce que le passage du pouvoir va se passer de gré à gré ou par une dynastie? Quoique les réseaux bamilqués très puissants aux États-Unis et autres, donc ils ont incorporé l'administration Trump, donc ils vont certainement bousculer l'ordre de France-Afrique de maintenir Paul Biya. Et donc je pense que les présidentielles de 2025 en RDC, en 2025 au Cameroun vont avoir beaucoup d'écho. Il y aura du bruit parce que là, les rapports entre Américains et France-Afrique vont se jouer là. Donc les réseaux bamilqués et tout ça, même les Aoussa, surtout les Bassa, les Douala et tout ça, les anglo-saxons, les anglophones qui veulent vraiment faire la révolte des Betty et Wondo et tout compagnie. Voilà. Donc bref, l'enjeu du passage de pouvoir au Cameroun de gré à gré et où la dynastie risque d'imploser ce pays-là, où la France-Afrique est en position de faiblesse au Cameroun. Donc, est-ce que c'est parce que Donald Trump commence à taper les poings sur la table que Biya doit partir?
Mais qui? Donc, je pense qu'il y aura des rapports de force qui vont se dessiner entre euh, les Américains de Donald Trump et la France-Afrique de Macron. Mais or, les Américains, ce sont les parrains de la France-Afrique. Et donc là, ils vont taper, non, voilà, il faut changer. Donc Paul Biya va partir peut-être sans implosion et autres, mais il faut changer. Donc je pense que ces enjeux-là vont en passer. Il y aura beaucoup de bouleversements au Cameroun, dans la sous-région. Le Cameroun, c'est la première économie de la zone CEMAC, de la Banque de France et autres. Donc vous imaginez les changements encore. Donc ça, là, c'est ce qu'il faut suivre en 2025 là. Vous avez aussi quel pays encore? Je voulais en parler. Le Tchad, voilà, le Tchad, bon, le Tchad là, ça chauffe là, mais ils jouent malin, mais jusqu'à combien de temps encore, ben, la France-Afrique déclare, mais il y a un moment qui il préserve les intérêts américains et essaie un peu de lutter contre la France-Afrique. Donc il est pris dans la lance. Ils disent demi caca. Donc à tout instant, on ne sait pas où. Ok? Oligui Nguema, bon, ben, il joue au spectacle, on le sait, bon, il fait placer par la France-Afrique. Et là, il cherche à- à jouer à l'homme d'État, son socle euh, de administratif, institutionnel, économique, tout est par terre au Gabon, comme l'Afrique francophone, tout, partout c'est par terre. Mais il veut jouer melon spectacle juste à comme des temps parce qu'il se prépare pour ces présidentielles qui vont se passer quand, on ne sait pas. Mais et il a quand même pu damer les pions aux anti-France-Afrique qui sont maintenant en dormance, jusqu'à combien de temps encore. Et donc, peut-être problème de stratégie, mais Oligui Nguema est en danger, hein, il est en danger, hein, parce qu'à tout instant, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais Macron avait bien joué le jeu du coup d'État préventif. Parce que la situation du Gabon était déjà intenable, puisque les montées en puissance des anti-France-Afrique, et donc, voilà, donc c'est ça le souci. Bref, la situation géopolitique de la sous-région euh, est à l'image et sera à l'image des enjeux occidentaux, c'est-à-dire européens, France-Afrique, américains et autres, dans la sous-région. Au regard des rapports de force qui se décident entre le sud global, dont le meneur reste la Chine et la Russie, et l'Occident collectif. Il est bien clair que l'Occident va de plus en plus être en déclin en Afrique. On regarde déjà de l'histoire de cet Occident depuis l'esclavage, la colonisation, les différents ordres mondiaux. Que les gens pensent que, bon, mais avec l'Occident, l'Afrique n'avancera jamais. Donc, si les Occidentaux temporisent, se disent, bon, ben, ce sont des partenaires, on va maintenant jouer stratégie, ils peuvent revenir puisqu'ils ont déjà les socles là, la langue, l'histoire, beaucoup de choses, mais c'est eux qui foutent les bazars inutilement en Afrique. Sinon, l'Afrique serait vraiment proche occidentale, quelque part. Mais là, l'Occident a joué mauvais en Afrique, surtout la force Afrique qui devient le mouton noir de l'Occident d'ailleurs. Parce qu'il n'y a aucun pays en Afrique francophone qui a la tête haute, non. Ils sont tous surendettés, ils sont tous dans la merde, il y a les despotes, il y a des changements de constitution sans fin, il y a les, là, maintenant il y a les contre-réactions qui se passent par exemple au Burkina Faso, au Mali et au Niger, et là ils sont subis de l'assaut, les assauts de la force Afrique. Donc on ne veut pas nous laisser, et donc tranquille, et donc ça continue à alimenter donc, les rapports de force en même temps qui se décident, et jusqu'à ce qu'il y ait une rupture totale. Parce que la France ne sait jamais décoloniser de l'Afrique, comme le fut les ex-pays colonisateurs d'Afrique, qui n'ont plus de monnaie coloniale, ni de bases militaires, ni d'ingérence institutionnelle, constitutionnelle, des coups d'État, des assassinats, ni tout. Non, il n'y a pas. Il n'y a que la France qui fait maintenant ça en Afrique. Et c'est pour cela qu'elle est désormais grillée, puisque les rapports de force géopolitiques, géostratégiques s'équilibrent et se réorganisent. Et donc la France va être le mouton noir de l'Occident en Afrique. Et donc c'est ça que les Américains pensent qu'il faut prendre les devants, sinon on aura tout perdu en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quel est le contexte relatif aux problématiques et à la situation
euh, ainsi posée et ou traitée à l'approche de la nouvelle administration Trump. Ce contexte-là est identique quelque part aux 4 saisons de l'année ici dans l'hémisphère nord. Il y a la saison de l'hiver. L'hiver va de 21 décembre au 21 mars. Ça, c'est l'hiver. Après arrive le printemps. Le printemps, l'hiver, c'est vraiment c'est froid, il y a de la neige et tout, il n'y a plus rien. Bon, on parle comme ça du point de vue biologique. Je peux vous expliquer comment ça se passe et toutes les plantes et les animaux. Voilà, on peut expliquer ça. Hein. Sinon, voilà. Le printemps va de... Bon, en relation diplomatique, quand on parle d'hiver, c'est que les relations sont glaciales et froides. Risque de tensions, de guerre et des points morts. Ok? Ça, c'est l'hiver. Et quand on parle du printemps, le printemps commence à partir du 21 mars jusqu'au 21 juin. Ça, c'est le printemps. Le printemps, c'est la saison des amours. En relation diplomatique, on parle des relations diplomatiques chaleureuses, cordiales, etc., etc. Ok? C'est comme la confiance. On est en confiance. Alors que hiver, si on parle en relation sociale, hiver, on est en défiance. Or, les printemps, relations chaleureuses, en confiance, et voilà. Après arrive l'été. Oh là là, c'est chaud. Là, c'est la saison vraiment du 21 juin au 21 septembre. Et donc là, voilà. Après, du 21 septembre au 21 décembre, ça, c'est l'automne. Donc, nous, à ce moment-là, on est dans l'hémisphère nord, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Japon et tout ça, c'est la saison de l'automne. L'automne est ce moment-là, donc elle va se terminer dans quelques jours, c'est-à-dire au 21 décembre. Ça sera le début d'hiver. Voilà, donc si je pouvais interpréter ça pour le cas de ce qui va se passer dans la sous-région, en fonction des régimes en place, donc on va en parler que vous avez déjà compris. La RDC, Félix Tshisekedi va être avec Donald Trump comme au printemps. Ce sera le printemps. En Angola, Donald Trump et Lorenzo vont être comme en automne. Pareil avec Denis Sassou Nguesso. Il y aura automne et tendance hiver. Parce que Donald Trump va l'imposer de libérer Moukoko. Quatrième, je parle du Rwanda. Le Rwanda va être l'hiver. C'est l'hiver avec Donald Trump. C'est l'hiver. Je vous ai fait la vidéo précédente avec les enjeux des monstres et tout ça, les matières premières et tout ça qui veulent prendre des réseaux américains et tout ça. Donc il y aura des chamboulements là-bas. Sous la domination de Donald Trump là. Le Rwanda, Paul Kagame, va être en hiver. Relations glaciales, froides, défiance et autres. On veut te virer. Voilà, c'est ça. Burundi, je pense que ça sera un peu comme Félix Tshisekedi. Un peu comme ça. L'Ouganda, là, je ne sais pas. Ça peut être automne, l'hiver et aussi, voilà, c'est entre les deux saisons. L'automne et ou l'hiver avec l'Ouganda. Le Kenya, ça va être l'hiver avec Ruto qui avait choisi Joe Biden et tout comme ça. Ça va être l'hiver. Donc, vous avez tout compris. Bon, comment on peut encore chercher? Bon, voilà pour l'essentiel. Hein. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, ça veut dire que le climat géopolitique sous-régional va se chambouler. Là où il y a voilà, ceux qui vont être virés, d'autres qui vont être en méfiance, on va permettre si les peuples se, se rebellent, on va les, voilà, allez chasser le, voilà, il y aura tous les mauvais sorts. Donc, en réalité, ce contexte-là euh, euh, résume quelque part euh, les conflits d'intérêts entre démocrates et républicains américains et les enjeux qu'est l'Amérique avec la Chine. Donc il y a d'abord quelque chose qui se passe entre Américains et eux-mêmes dans la sous-région, c'est-à-dire entre démocrates et républicains dans la sous-région.
puisque ce sont les démocrates ou les Clinton qui avaient déjà lancé les impôts. Donc ils contrôlaient les matières premières de la RDC en laissant libre cours au Rwanda de chiffonner la RDC et d'apporter la mort, etc., etc. Or, ça c'est grillé, tout le monde ne veut plus de parler de ça. Donc c'est déjà qu'on ne peut pas exploiter un pays tout en apportant que la mort, la mort, la mort, la mort. On a laissé libre cours à un individu qui s'appelle Paul Kagame qui n'apportait que la mort, la mort, la mort. Montrant que les Tutsi poètes vont de l'océan Indien à l'océan Atlantique, qui devenaient les gendarmes de l'Afrique, etc., qui terrorisaient partout, parce que c'était la voix des Occidentaux, les Américains, etc., parce qu'il y avait ces raisons-là. Maintenant, tout est grillé. Donc, ça devient le mouton noir, quelque part. Paul Kagame devient le mouton noir des enjeux occidentaux et surtout américains dans la sous-région. On regarde cette réorganisation géopolitique et géostratégique entre l'Occident collectif et le Sud global. L'Occident collectif, c'est américain et ouest européen, et le Sud global, c'est-à-dire la Russie et la Chine et leurs satellites. Et donc, vous voyez déjà ça. Je vous rappelle que nous sommes dans le bassin le plus riche du continent et du monde, et que l'Afrique est riche partout. Et il y a de ces enjeux-là. Alors, quels sont ces enjeux qui se dessinent sous l'administration Trump? Écoutez aussi la vidéo qui vient après, celle que j'ai fait hier. Vous pouvez comprendre déjà comment Elon Monstre et va fracasser les réseaux démocrates, américains et tout compagnie avec le Rwanda et tout ça. Il va chambouler ça. Parce que lui, il a décidé dans la tête de prendre ces matières premières indispensables là, pour ses ambitions aérospatiale et beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, comme je vous ai parlé dans la vidéo là qui suit celle-là. Donc, les enjeux. Je pense qu'il n'y a qu'un seul enjeu, en fait, de Donald Trump après l'administration Joe Biden. Donc, quel est cet enjeu? L'enjeu, ce sont les rapports de force entre Américains et Chine en Afrique centrale, comme en toute l'Afrique d'ailleurs. Mais là, c'est Américains et Chine. Donc, historiquement, ce fut les Américains qui exploitaient ces terres rares-là. Les terres rares-là, c'est comme de la boue. C'est le mélange de plusieurs minéraux sensibles et tout, par rapport aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Donc, à un moment donné, au cours des années 2000, ils avaient laissé ce sale boulot faire par les Chinois. Et depuis, les Chinois ont acquis le monopole d'exploitation de ces matières premières-là, de ces terres rares. Donc, ils contrôlent les filières d'exploitation, de production, de commercialisation de ces terres rares. Or, ces terres rares-là, par exemple, ce qui concerne les semi-conducteurs, que ce soit pour les satellites, pour ceci, bon, bien sûr, c'était agencé ou travailler à Taïwan, etc. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, parce que ça va aller loin. Bon, donc, les matières premières là, c'était l'Occident qui contrôlait avant 2000 à peu près. 2000. Maintenant là, depuis 2000 jusqu'à nos jours, c'est la Chine qui a le monopole de traiter ces terres rares là, qui sont comme de la boue, hein, c'est n'importe quoi. Mais quand on sort là-bas, oh là là, c'est des trucs vraiment, c'est de l'or, l'or, l'or. Et donc ça pour les semi-conducteurs, et pour tous ces matières sensibles pour les satellites, pour les armes de pointe, pour les technologies civiles, ordinateurs, pour téléphones portables, et tout, c'est là. C'est là où la Chine a acquis l'expérience, c'est en RDC. Bon, les Américains étaient venus là pour embrouiller, pour mettre Paul Kagame, de siphonner ça, aller travailler ça calmement au Rwanda. Donc on prenait ça, on allait traiter ça pour une première fois au Rwanda, après ça partait là. Donc le Rwanda a joué ces rôles-là. Bon, donc là, la Chine est quelque part en situation de monopole d'exploitation de ces matières premières sensibles dont dispose la RDC. Et c'est là que ça va se passer les enjeux. Donc l'administration Donald Trump veut reprendre le contrôle des filières d'exploitation, de production, de commercialisation, de tout ça.
ou soit genre d'équilibre, quoi. Ils cherchera l'équilibre. Puis ils ont pris le retard. C'est eux qui avaient l'expertise, oui, ils ont laissé libre cours à la Chine depuis ces 15 dernières années. Et c'est la Chine qui est maintenant, voilà. Donc, comprenez ça. Donc, ça va se jouer là où l'enjeu est des matières premières sensibles. Et c'est pour cela que euh, ça c'est les enjeux avec la Chine. Mais n'oublions pas aussi qu'à l'intérieur de ces enjeux-là, une fois qu'ils ont récupéré leur part, ou peut-être les filières de production, d'exploitation, comme Elon Musk qui a ses projets d'aller sur Mars, et ou avec ses trucs fous. Et donc là, il va vraiment donner coup de main à des réseaux républicains en RDC, de contrôler la RDC. Soit Joseph Kabila, voilà, non, comment on appelle, Paul Kagame dégage, mais Félix Tshisekedi va être renforcé. Mais 2026, 2028 arrive pour Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il va faire un troisième mandat? Or que là, ça bouillonne, il veut changer la constitution. On ne veut pas. Est-ce que les réseaux républicains américains disent on ne va pas tout perdre? Bon, on va préparer un autre pion républicain après Félix Tshisekedi qui peut aller se reposer après 2028 calmement. Maintenant, là, ça sera un autre pion qui sera le pion des républicains pour contrôler les matières premières qui étaient aux mains des démocrates américains depuis 1994, depuis le génocide rwandais, qu'on a placé Paul Kagame là, qui jouait le jeu des démocrates américains, et avec les réseaux Clinton et tout compagnie, on en a parlé. On en parle partout. Maintenant là, ça va se jouer le rapport de force entre républicains et démocrates américains. Mais c'est comme Donald Trump est là, il ne revient pas tout seul, il revient avec quelqu'un qui a ces besoins-là, qui s'appelle Elon Musk, c'est un Sud-Africain, africaneur, vous connaissez. Bon, donc, il connaît bien la région, et donc il va jouer ce rôle-là pour soit soutenir Félix Tshisekedi, ou le virer, ou trouver un autre pion. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais je crois que les relations entre Félix Tshisekedi et Donald Trump vont être quelque part comme le printemps, hein, ou l'été, des choses comme ça. Donc, c'est joue malin. Donc, pour obtenir à ces enjeux-là. Donc, voilà pour l'enjeu que je parle, parce que là, Donald Trump va chercher à contrôler les filières de production, d'exploitation, de commercialisation des matières premières de la RDC, tout en plaçant ses pions républicains à la place des pions démocrates. Et donc le Rwanda va être... Déjà, ça chauffe au Mozambique, on n'en veut plus des Rwandais. Ça chauffe aussi au Burundi, on ne veut pas des Rwandais. Et la Ruto de Kenya a dit, ah oui, j'avais fait une mauvaise fréquentation, je ne veux plus aller voir Paul Kagame. Et la Tanzanie qui n'en veut plus, ça commence à répédaler, que moi j'étais par là, je sais pas, je ne peux pas trahir... pardon. Je ne peux pas trahir... comment on appelle... oui, donc il fait ça. Et là, Joao Lorenzo, donc tout se chamboule. Tout va se chambouler dans la sous-région. Et quelles sont les perspectives? Les perspectives, ça sera la régulation ou le rééquilibrage de ces forces-là américaines dans la sous-région. Toujours, on a l'idée dans la tête, d'abord la Chine. Après, la Russie viendra après, pas grand-chose, mais surtout la Chine, qui va avoir des soucis avec l'administration top dans la sous-région. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et vous avez les liens pour les minéraux. Vous pouvez aller voir ça, c'est vraiment la pédagogie. Et puis, il y a un autre lien en bas, si vous voulez me soutenir ma lutte, mon devoir d'éduquer, et vous pouvez me soutenir. Merci.